Et yo la team, allez on se retrouve aujourd'hui pour l'entretien de ce petit Commensal Meta AM29 de 2021 avec une peinture perso que le client s'est fait lui-même. Donc ouais, pourquoi pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui, pas mal de choses quand même. On va pas tout faire dans cette vidéo, hein. On va commencer par le changement du jeu de direction qui était complètement éclaté au sol, mais vraiment, même les cuvettes. Donc on a un jeu de direction tout neuf, ça va être le programme de la vidéo. Et puis sinon sur le vélo il y avait les suspensions à faire, mais ça c'est fait. C'est fait, l'entretien est fait. On a les purges de frein à faire, Shimano Scent, ça pourra faire partie d'une vidéo prochaine. On a l'entretien des roulements de cadre qui sont pas morts, mais il faut les nettoyer, les regresser un petit peu. Et puis une révision générale du vélo, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient pas top. La commandatrice de selle télescopique est très lâche, donc on va essayer de retendre un peu le câble. Et les entretiens habituels quoi. Allez, c'est parti. Alors, nouveau jeu de direction, Recheck Comp. À la base ça aurait dû être un Can Creek, mais malheureusement le fournisseur m'a envoyé un message comme qu'il n'y en avait plus en stock. Bon, le Recheck Comp c'est un super jeu de direction, il n'y a pas de problème. Donc on va monter le nouveau cône de fourche sur la Öhlins RXF36. Et puis après c'est parti pour le montage du jeu de direction. On va faciliter l'emmanchement du cône de fourche en graissant le pivot. Hop là, voilà, ça va rentrer tout seul. Tac, tac. Aïe, c'est parti. Là, c'est le bruit d'un cône de fourche qui est à fond. Hop. Voilà, donc ça c'est important, hein. Quand vous changez votre jeu de direction, il faut penser à extraire le cône de fourche du jeu de direction d'origine, parce que ça ne correspondra pas forcément à l'angularité des roulements de votre nouveau jeu de direction. Donc il faut bien penser à changer cette pièce et à la mettre. C'est une pièce qui fait partie intégrante du jeu de direction, hein. Tant qu'à faire, je vais changer son étoile qui est complètement pourrie, celle d'origine, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est particulièrement dégueulasse. Donc on va lui virer ça. Hop. Alors là pour le coup je vais pas être gentil, je vais pas prendre le maillet en caoutchouc, je vais prendre le martal de charpentier là. Voilà, on a fait traverser l'étoile et elle est extraite par le dessous. Voilà, quand on voit la gueule de l'étoile d'origine, ça va pas être souvent entretenu, je pense. Il faut aller mettre un peu plus de graisse pour pas que la rouille prenne. Donc ça c'est un outil spécifique, un emmanche étoile de fourche. Ça permet d'emmancher l'étoile à la bonne profondeur et parfaitement dans l'axe pour que la vis ensuite du capot de potence vienne bien droite serrer les roulements. Voilà. Hop. Voilà, le son a changé. Donc là on voit que c'est embuté. L'étoile de pivot est bien enfoncée à la bonne profondeur normalement. Voilà, parfaitement installé. Alors, ce que je fais tout le temps moi, c'est mettre une pointe de graisse ici. C'est pas spécifiquement pour lubrifier, mais c'est surtout pour éviter que la flotte remonte et vienne. Ça c'est de l'acier, donc ça vient facilement rouiller. Et puis l'eau qui est projetée par la roue au fond par le pivot, là il peut remonter et faire rentrer l'humidité dans le jeu de direction et abîmer les roulements prématurément. Donc mettre de la graisse ici, c'est pas un luxe. On peut même, si on veut, mettre de la mousse ici pour carrément éviter que la flotte remonte.
Mais comme le client il a une bavette sur sa fourche, c'est bon, ça fait le taf, c'est pas la peine non plus de mettre 5 milliards de trucs. Bon, tant qu'on est sur la fourche, on va lui préparer la réception des roulements qui vont arriver ici. Donc là on vient lubrifier pareil, hein, protection contre les craquements et contre l'humidité. Hop. Voilà, nickel. Donc avant de graisser tout ça, bah, je vais quand même vérifier que je me suis pas planté dans ma commande. Hein. Non, c'est bon, c'est la bonne dimension. Donc pareil, ça c'est important hein, quand on change de référence de jeu de direction. Hein. Là, il faut bien noter que c'est un jeu de direction semi-intégré. Il faudrait que je fasse une vidéo peut-être dédiée au jeu de direction. Mais rapidement, vous avez une cuvette qui va être rentrée dans le cadre, vraiment plaquée jusqu'au fond, mais le roulement n'est pas directement dans le cadre, donc c'est pas un roulement intégré. C'est un roulement semi-intégré. Et vous avez carrément des cuvettes externes où le roulement est plaqué au-dessus. Et on a le roulement qui est en dehors. Donc il y a externe, semi-intégré comme c'est le cas ici, ou alors carrément intégré où le roulement est posé directement sur le cadre. Donc chaque vélo a son type de roulement, de jeu de direction, donc il faut vraiment pas commander n'importe quoi parce que ça va modifier aussi la... Si vous prenez un roulement externe par exemple, vous pouvez très bien le caler dans un cadre hein, si c'est le bon diamètre de tube de direction. Sauf que vous aurez les roulements au-dessus et donc ça va augmenter la hauteur de votre poste de pilotage. Ça va modifier votre géométrie. Donc c'est important de reprendre les mêmes types de roulement que l'origine quoi. Donc, allez, la presse à roulement. Ah, téléphone. Je vous récupère juste après. Désolé. Petit client au téléphone, là. Prise de rendez-vous. Voilà, donc on vient plaquer. Ah, ça y est, il a enclenché. Alors, la petite clé de 17. C'est là les clés. 17. Hop. Voilà. Et on vient emmancher le roulement dans les cadres. Et voilà. Et sans forcer comme un bœuf, on voit que là, la lèvre est complètement collée contre le cadre. Donc, il n'y a pas de jour. Donc, on peut arrêter de presser. C'est pas la peine d'y aller comme un âne. Voilà. Tac. Voilà. Allez. Même chose. Mais pour la cuvette supérieure. Voilà, on essaie de bien centrer comme ça au moins le roulement est pressé bien dans l'axe. Ça force moins sur les portées de cadre. C'est toujours meilleur pour la mécanique. Voilà. Et on est arrivé en butée, nickel. Allez, c'est parfait. Donc tout ça, c'est pas compliqué à faire techniquement, hein, quand on le sait. Le plus dur dans le vélo, c'est qu'il y a des centaines de standards différents et qu'il faut jamais se tromper sur qu'est-ce qu'on commande comme pièce, quelle pièce va avec quelle autre pièce, etc. Et c'est ça qui peut souvent poser souci quand on n'est pas connaisseur, c'est qu'on s'embrouille sur ce qu'on doit commander. Et on achète des fois des trucs qui sont pas compatibles. Et puis l'autre difficulté dans la mécanique vélo, bah, c'est que comme vous le voyez, pour faire du travail propre et de qualité, il faut avoir des outils assez spécifiques quand même et qui coûtent très cher. Voilà. Une presse à roulement comme ça, je saurais pas vous dire, mais pour un modèle pro comme ça, je sais pas combien je l'avais payé à l'époque, mais c'est peut-être plus de 250 ou 300 € pour un outil, sachant qu'un particulier va s'en servir quoi, une fois dans une vie quoi. C'est pas rentable d'acheter le matos pour faire le boulot. Donc toutes les opérations un peu basiques, je pense que c'est bien d'apprendre à les faire soi-même. Par contre, quand ça commence à toucher la technique un peu spécifique, je pense que c'est pas la peine de se prendre la tête. Faites appel à un pro, il est équipé, il a des mains qui sont formées, qui font le boulot plusieurs fois par an, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour même des fois. Et donc il a l'expérience. Et puis surtout, bah, il va pas se tromper dans les pièces qu'il doit commander. Parce que moi j'ai souvent le cas de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont voulu faire le boulot eux-mêmes. Et malheureusement, bah, ils se sont trompés. Et bah... Le souci, c'est que quand tu t'es trompé, t'as payé une pièce pour rien, tu dois repayer une pièce chez le mécano, et en plus la prestation. Donc t'as perdu ton temps, t'as perdu ton argent,
c'est pas ouf quoi. Bon, on va reprendre le capot de potence d'origine parce que le client l'avait choisi quand même, donc on va lui en remettre. Hein. Allez, donc ça c'est la bague fendue, ça fait partie de tous les jeux de direction, cette pièce là. Donc ça permet de venir bien plaquer, vous voyez l'angularité ici elle correspond exactement au roulement. Et ça fait l'interface entre le roulement et le pivot de fourche. Bon, de toute façon on va le faire en direct, hein, donc vous allez bien voir. Hein. Allez c'est parti, let's go. Us. Alors, le petit détail qui fait plaisir, c'est toujours mettre les choses dans l'axe. Parce que quand on aura pressé le roulement, la bague ici, elle ne bougera pas. Donc, je mets toujours dans l'axe pour que ce soit aligné. Richet ici. Et on peut mettre le capot. Pareil, le capot, hein, on essaye de mettre le logo. S'il y a un logo, il faut le mettre dans l'axe du vélo, quoi. Ça fait quand même plus propre. Tant qu'à faire les choses, on n'a qu'à les faire bien. Comme m'a toujours dit mon père, soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas. Donc, je garde ce conseil en tête. Et je l'applique dans toutes les choses que je fais dans ma vie. Alors, est-ce que c'est bien centré ça? Oh, c'est déjà bien serré, oui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même serrer un peu en excès là pour bien être sûr que tout est plaqué. Il n'y a pas de jeu, c'est bon. Et on va redesserrer un peu derrière. Comme tout est neuf là, je préfère le faire. Donc, fourche dans l'axe du vélo. La coupelle ici, bien dans l'axe. Le logo ici, dans l'axe. Et là, maintenant, on peut légèrement serrer. Donc là, c'est le capot de jeu de direction qui règle le jeu. Hein. Donc, il n'y a pas de coupe de serrage précis pour ça. Il faut que ce soit suffisamment serré pour qu'il n'y ait aucun jeu dans la fourche, que ça ne fasse pas des mouvements latéraux. Mais pas trop serré pour que la direction reste fluide. Voilà. Donc si ça bouge pas correctement, c'est que vous avez trop serré. Et en plus, ça va abîmer vos roulements prématurément. C'était le cas sur le montage précédent. Hein. Le jeu de direction était explosé. Ça avait été beaucoup trop serré. Donc là, c'est bon. Et après, la façon ultime de vérifier que le jeu de direction est quand même suffisamment serré, que ce soit sécuritaire, vous saisissez les entretoises de direction en dessous et vous essayez de les faire tourner. Si elle tourne pas, c'est que c'est bon. C'est suffisamment plaqué, c'est pas la peine de serrer plus. Si vous pouvez, malgré le fait qu'il n'y ait plus de jeu visible, si vous pouvez quand même tourner les entretoises au doigt, c'est que votre jeu de direction n'est pas suffisamment plaqué. Voilà, une fois que le jeu de direction est bien réglé, bon, on fera quand même une vérification au sol avec la roue en place, on freinera d'avant en arrière et on verra s'il n'y a vraiment pas de jeu. Mais il n'y a pas de raison vu que je peux pas tourner les entretoises. Donc maintenant que ça c'est bien serré, que c'est bien dans l'axe, on peut verrouiller la potence sur le pivot de fourche. Et là, pour le coup, il y a un couple de serrage qui est propre à chaque potence. Donc, la plupart du temps, c'est entre 4,5 et 6 Nm. Là, je vais pas le serrer au couple pour l'instant parce que j'ai pas encore remis la roue en place. Donc, on fera un centrage de la direction a posteriori. Mais voilà, là, vous avez un jeu de direction qui est remonté. On va pouvoir refixer l'étrier de frein sur la fourche et remonter la roue. Et voilà. Enfin, la roue, on va pas la remonter tout de suite parce qu'on va d'abord s'occuper du cadre. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao!